Bonjour à tous et bienvenue donc à ce troisième webinaire organisé par la Société française d'audiologie. Je voudrais tout d'abord remercier pour leur engagement les docteurs Nathalie London, Pascal Henrion et Isabelle Rouillon qui vont donc traiter ce soir des pièges de l'audiométrie de l'enfant. Avant de démarrer le webinaire, je voudrais également remercier la Société Interacoustique qui nous a apporté un soutien financier pour organiser cet événement. Je voudrais également vous donner 2-3 informations concernant la Société française d'audiologie qui au-delà des webinaires, organise, comme vous le savez, des congrès, des colloques. Donc, au mois d'octobre, nous organisons un atelier DPC qui va traiter de l'amélioration de la coordination et de la continuité des parcours de soins de patients déficients auditifs presbyacousiques. C'est un DPC, c'est une première pour la SFA, c'est un atelier qui est organisé, qui a été mis au point par le professeur Frédéric Venaille et moi-même, et donc qui sera traité par les docteurs Didier Boucara, Emmanuel Amberdan, orthophoniste, et Arnaud Coez, audioprothésiste. Et là, on est vraiment dans la coordination du soin pour le patient déficient auditif presbyacousique. C'est un atelier qui est limité à 45 personnes, donc je vous invite à aller sur votre site Mon DPC si vous êtes intéressé. Il y a un numéro d'action, tous les renseignements sont sur le site de la SFA. Donc cet atelier a lieu la veille du congrès. La SFA organise un congrès biannuel. Donc cette année, ce congrès se tiendra à Montpellier, au Palais des Congrès de la Grande Motte, les 15 et 16 octobre. Et la thématique qui a été retenue, c'est donc les évolutions conduites par la recherche et l'innovation, quels sont les impacts sur les pratiques professionnelles. Ensuite, au programme, au programme de la SFA, le prochain webinaire se tiendra le 21 septembre 2021 sur une thématique autour de l'électrophysiologie, donc test électrophysiologique de la fonction rétrocochléaire. Et il sera présenté par le professeur Taïwan, le professeur Paul Deltan et le docteur Fabrice Giraudet. Voilà, donc merci à tous d'être là, merci aux intervenants. Je laisse tout de suite la parole au docteur Nathalie London pour sa première présentation. Alors Nathalie, votre micro. Vous m'entendez? Oui, parfait. Parfait. Donc, merci beaucoup pour cette introduction et merci à tous ceux qui sont connectés de vous intéresser à ce thème spécifique qui concerne l'enfant, l'audition de l'enfant. Nous avons centré le thème sur les pièges et les difficultés spécifiques dans la pratique quotidienne. Donc, l'idée aujourd'hui pour ma présentation est d'élaborer une conduite dans le cadre d'un motif, la famille consultant pour gêne auditif de leur enfant. Donc, plusieurs façons. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, gêne auditif de l'enfant? Soit, d'une manière générale, c'est l'enfant entend ou l'enfant dit « j'entends », mais je dis « entendre mal ». Donc, la problématique est tout d'abord celle d'une surdité possible, unie ou bilatérale, mais une surdité partielle, puisqu'il ne s'agit pas de dire « on a l'impression qu'il n'entend pas », c'est « il entend, mais il entend mal ».
Donc, possiblement une surdité uni ou bilatérale. Ça peut être un trouble qui est observé dans le silence seulement, qui peut être observé dans le bruit ou dans les deux situations. Et on peut considérer des problématiques de transmission, de perception. Dans ces cas-là, effectivement, surdité légère à moyenne, des surdités partielles ou des problématiques de surdité unilatérale. Ou plus largement, tout ce qui concerne les troubles d'audibilité, c'est-à-dire des troubles de réception principalement dans le bruit, éventuellement dans le silence, mais principalement dans le bruit. Et là, on peut s'intéresser plus spécifiquement au diagnostic de neuropathie auditive ou du trouble du traitement auditif. Gêne auditif, pour certaines familles, c'est aussi une intolérance au bruit fort. Non, il entend très bien, mais il ne supporte pas les bruits forts et il est gêné par le bruit. Donc, on a une problématique complètement différente. Donc, on est dans le cadre d'une hyperacousie. Et parfois, c'est plus difficile à cerner, la difficulté est plus polymorphe, il y a un peu de trouble auditif, un peu d'intolérance. Et là, il faut quand même se poser la question, en plus des autres diagnostics, d'un problématique de surdité psychogène ou de troubles pédopsychiatriques. Alors, également, selon les tranches d'âge, on ne va pas considérer les mêmes diagnostics et on ne va pas avoir les mêmes modalités d'observation. Avant l'âge de 3 ans, et évidemment, ce sont les parents qui ont été alertés ou qui s'alertent eux-mêmes. Et on n'a pas de parents qui viennent pour une gêne auditive, ils viennent parce qu'ils ont un doute sur l'audition de leur enfant. Donc, la notion de gêne auditive arrive plus tard, entre 3 et 5 ans, donc c'est l'observation de la famille ou des professionnels de l'enfance, soit avec un doute auditif, soit vraiment sur un doute sur un trouble de l'audition, un trouble d'audibilité ou un problématique d'hyperacousie. Avant l'âge de 6 ans, il n'y a pas de surdité psychogène. Donc vraiment, les questionnements ne sont pas les mêmes et le contexte n'est pas le même. À partir de 6 ans, les choses changent. Il peut s'agir d'une observation de la famille ou de l'environnement, mais ça peut également être une plainte du patient lui-même. Et là, tous les diagnostics sont possibles, s'y ajoute la surdité psychogène. C'est très important d'essayer de récupérer le contexte d'apparition. Est-ce que les signes sont anciens? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est périodique? Est-ce que c'est selon le contexte, selon l'endroit de vie de l'enfant? Est-ce que c'est à l'école seulement, au milieu familial seulement? Est-ce que, donc, pour essayer de décrypter si la problématique est congénitale, évolutive, d'apparition secondaire? Repérer, comme pour tous les motifs de troubles auditifs chez l'enfant, repérer si, avec le carnet de santé, s'il y a des épisodes spécifiques dans les antécédents, si l'enfant a eu un dépistage auditif et quelle est la modalité, est-ce qu'il a été dépisté en maternité par des auto-émissions acoustiques ou par des potentiels évoqués auditifs qui nous rassurent plus facilement que les auto-émissions seules, et si l'enfant a déjà eu des tests auditifs. On s'engage aussi à observer les éléments développementaux de l'enfant, quel est le niveau de langage oral, est-ce qu'il y a d'autres difficultés connues ou prises en charge, comme une dyslexie, les difficultés scolaires, est-ce que l'enfant a des difficultés ou au contraire, est-ce que c'est un très bon élève qui ne va pas le placer dans la même catégorie, quel est le stade de développement cognitif et psychomoteur. Au niveau affectif, comment s'est développé l'enfant, quel est le contexte. Pas toujours évident d'avoir ces éléments au premier abord, mais d'essayer de savoir quelle est la place dans la fratrie, est-ce que d'autres enfants dans la fratrie ont des difficultés, quelles sont les langues parlées. Et enfin, bien sûr, est-ce qu'il y a des antécédents spécifiques familiaux et notamment de surdité ou d'appareillage. Le contexte est aussi morphologique, ORL, des antécédents d'otite chronique, et des malformations ou des éléments qui peuvent être plus ou moins ténus d'anomalies de la face et du cou. Alors, premièrement, évidemment, se poser la question d'une surdité. Dans ces cas-là, il s'agit de surdités partielles, donc des surdités légères, moyennes, en coche, auditives ou des surdités unilatérales. Le diagnostic en maternité doit pouvoir repérer ces troubles auditifs, mais on peut avoir un dépistage, mais pas de diagnostic initial. On a parfois des diagnostics tardifs. C'est en effet
difficile d'affirmer un trouble auditif quand on est à la limite, à la frontière de repérage donné par le dépistage qui est autour de 35 décibels. Et parfois, on est plus près des 40 que des 35 dans la calibration des appareils auditifs. Donc, sachant que les surdité moyennes représentent environ 40% du groupe des patients dépistés en maternité. Les surdités unilatérales sont ou pas repérées en maternité selon le protocole de dépistage qui est appliqué sur le territoire, puisqu'il n'est pas complètement uniforme en région Île-de-France. Il est tout à fait possible de s'arrêter si une oreille passe. Donc, il est possible de passer à côté des surdités unilatérales et de ne les repérer ou d'avoir des signes dans un deuxième temps sans repérage initial. Les surdités moyennes sont possiblement isolées et peuvent rester très stables dans le temps. Et donc, 40 décibels de perte auditive. Pour un nourrisson, les auto-émissions peuvent potentiellement avoir été validées ou en partie validées. Et s'il y a eu un premier test de potentiel évoqué auditif, avoir été validé malgré tout parce que chez un nourrisson, on tolère potentiellement, historiquement, un petit décalage. Donc, les deux grandes causes, pour rappel, de surdité moyenne isolée, c'est la connexine, les mutations de la connexine 26 ou 30, ou les anomalies de la stéréosyline qui donnent des surdités très stables, congénitales, très stables, avec des courbes plates et sans malformation d'oreille interne. Les surdités unilatérales sont pas rares, elles sont estimées à 1 pour 7 pour 1000. Elles donnent des troubles de localisation spatiale qui ne sont pas évidents à repérer dans la toute petite enfance et des troubles de l'intuité dans le bruit. Sur le long terme, goutte à goutte, on peut avoir des retards de développement de la parole, des niveaux linguistiques plus faibles. Tout dépend de comment l'enfant va compenser. Donc, on peut avoir des signes plus ou moins ténus de retentissement de ces surdités unilatérales, mais on sait que ce n'est pas neutre, cette surdité. Donc, elles sont souvent congénitales. On peut chercher une anomalie du 8 cochléaire ou une fétopathie ACMV. Ça donne classiquement vraiment une gêne dans le bruit. Donc, on peut avoir, on a l'impression que l'enfant est gêné, alors qu'on peut converser avec l'enfant dans la vie quotidienne et que l'enfant développe une parole et un langage. Et donc, ça peut être l'occasion de découvrir une surdité unilatérale. Donc, cette surdité peut être complète ou partielle. Attention dans la réalisation des tests auditifs, quand il y a une grande différence interorale, de bien masquer l'oreille suspecte pour ne pas créer une courbe fantôme. Donc, audiométrie tonale vocale masquée. Et évidemment, c'est appuyé sur les tests électrophysiologiques pour savoir s'il existe ou pas une audition résiduelle. Les neuropathies auditives, je pense que donc, Isabelle Rouillon vous en parlera certainement dans le dernier exposé, mais donc c'est classiquement des enfants qui ont une audition toute périphérique. Disons que les auto-émissions peuvent être présentes, une anatomie cochléaire conservée, mais une anomalie du traitement du signal acoustique avec en retentissement des troubles de discrimination de la parole dans le silence et surtout dans le bruit, des troubles de localisation spatiale. Certains enfants ont des surdités légères, voient des auditions subnormales en tonale, et donc ça peut être une symptomologie qui est très transparente au premier abord, avec des seuils en tonale normale, des auto-émissions qui vont être présentes, et pourtant, de façon troublante, cet enfant est très gêné pour entendre. Donc on a ces éléments de dissociation entre la tonale et la vocale, et entre les tests électrophysiologiques. Les enfants qui ont des troubles du traitement auditif, donc c'est une entité qui a été décrite déjà il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, qui est de plus en plus repérable. C'est des enfants qui n'ont pas de surdité périphérique, pas de neuropathie auditive, des tests électrophysiologiques standards, PEA, auto-émission, ASSR, audition tonale, vocale, normale, mais qui classiquement, la famille dit, dès qu'il y a du bruit, on a du mal à communiquer avec cet enfant. Il y a des troubles attentionnels, il y a des petites confusions phonétiques dans le quotidien. C'est des enfants qui ont souvent d'autres difficultés, des troubles un peu plus généraux du process cognitif. Et donc, on a en général tout un contexte. Voilà.
Vous trouverez dans les brochures qui ont été éditées, notamment une brochure qu'elle a participé, Isabelle Rouillon, Hôte de Lamaze, qui sont téléchargeables en ligne, toutes les informations sur les TTA. La grande différence entre dans les troubles d'audibilité et les gènes spécifiques, la gêne dans le bruit, hein, vraiment classiquement, si vous avez une famille qui dit il entend, mais dès qu'il y a du bruit, j'arrive plus à communiquer avec cet enfant. Il faut se poser les deux questions, neuropathie auditive, trouble du traitement auditif, avec vraiment deux profils différents. D'un côté, on a des tests audiométrie tonale, vocale, auto-émission PEA parfaitement normaux, et ce ne sont que les potentiels plus centraux, les potentiels corticaux qui vont démasquer, les tests orthophoniques dans le bruit qui vont démasquer la difficulté, alors que dans les neuropathies auditives, on a une tonale qui peut être variable et potentiellement normale, mais la vocale est toujours dégradée dans le silence, encore plus dans le bruit, et les potentiels évoqués auditifs sont anormaux. Un gros morceau sont les surdités psychogènes, donc attention, chez l'enfant, on ne parle pas de simulation, il n'y a pas de bénéfice financier, c'est vraiment toujours des difficultés d'ordre psychopathologique. Ce sont des enfants d'âge scolaire, donc les grandes tranches d'âge, 7, 11, 16 ans. C'est souvent des bons élèves. Ça peut être au contraire à l'autre extrême des enfants en grande difficulté, mais souvent des filles. Et ce qui est troublant, c'est que malgré la surdité annoncée, la gêne annoncée, on va avoir une communication qui reste aisée. Par exemple, on peut communiquer avec un masque avec ces enfants-là, où le trouble est au contraire surjoué. La courbe tonale est plate et il y a une incohérence entre la tonale et la vocale. Donc vraiment, on a un contexte psychologique qu'on peut, quand on cherche. Donc classiquement, par exemple, ce genre de courbe auditive, ça c'était un cas réel, donc un enfant qui avait une surdité annoncée à 70 décibels en tonale, et vous voyez, la vocale est à 100% à 60. Donc on a un décalage avec une vocale qui est meilleure que celle attendue. La pensée surdité psychogène, c'est vraiment très très caractéristique, contrairement aux neuropathies où la vocale est bien moins bonne que la tonale. Évidemment, si on fait les tests électrophysiologiques, ils vont être normaux. Bon, en général, on n'a pas besoin d'aller jusque-là, mais ça peut être le cas. L'hyperacousie, vraiment pour finir l'exposé, est une spécificité aussi, des particularités chez l'enfant. On peut avoir des hyperacousies chez l'adulte jeune et l'adulte, mais chez l'enfant, on est dans un cas de figure très souvent de pédopsychiatrique. Il faut évaluer le retentissement, la fréquence des signes, le contexte psychologique ou psychiatrique, quelles sont les modalités de déclenchement et quel type de bruit déclenche la gêne. Bien sûr, on va vérifier la normalité de l'audition, puisque la première hypothèse est peut-être une petite perte sur les fréquences aiguës. Le contexte psychiatrique et psychologique, et notamment les premiers signes, des signes associés à des troubles d'ordre autistique. On peut avoir, dans certains cas, on en voit sur Necker, notamment dans le cadre du suivi d'enfants en pathologie neurologique et d'épilepsie, des patients qui décompensent des épilepsies, qui déclenchent des crises d'épilepsie au bruit fort. Donc, en général, la prise en charge est d'ordre pédopsychiatrique, mais on peut avoir, dans un certain nombre de cas, besoin de générer, de masquer de faire un effet d'entraînement au niveau cérébral pour diminuer la sensibilité au bruit. Donc on a, l'arbre décisionnel, c'est un petit peu difficile à lire, mais donc soit on est dans le cadre d'une intolérance au bruit, soit on est dans le cadre vraiment d'un doute auditif ou un trouble d'audibilité. C'est vraiment deux grandes familles différentes. Dans l'intolérance au bruit, il n'y a aucun trouble d'audibilité. C'est vraiment une intolérance au bruit fort et l'audiométrie est toujours normale. Alors que dans les troubles d'audibilité et troubles auditifs, donc soit l'enfant fait répéter, il y a une gêne permanente et on suspecte un trouble auditif ou d'ordre auditif ou de traitement de l'information, soit la gêne est variable et vraiment, vraiment très centrée sur le bruit et normale dans les périodes de silence. Donc ça aussi, ça vous permet de décrypter dans quel cas de figure on peut partir. Donc, dans le cas des gènes auditives, il faut décrire le type de gène. Est-ce que c'est plutôt la réception de la parole? Est-ce que c'est plutôt dans l'hyperstimulation? L'audiométrie vocale va vraiment décrypter les choses. Vous avez une audiométrie vocale parfaitement normale. Vous pouvez déjà vous rassurer sur un certain nombre de pathologies, dont la surdité moyenne, sévère, les neuropathies auditives. Les potentiels évoqués sont très intéressants
pour compléter les examens. Et ensuite, pour les pathologies qu'on suspecte qui sont plus complexes, on va faire toute une batterie d'examens complémentaires. Mais donc, l'idée, c'est de décrypter quel type de profil on se trouve et est-ce que l'audiométrie tonale et surtout vocale est normale. Et ensuite, on va mettre en œuvre, il y a vraiment des prises en charge très, très spécifiques pour toutes ces pathologies. Voilà, je vous remercie. Alors, merci beaucoup Nathalie. Donc on va prendre quelques minutes pour des questions. Donc la première question, avez-vous facilement accès au PEA pour le diagnostic des TTA et tout traitement auditif? Alors, et est-ce passé dans votre classique courante, dans votre pratique courante? Donc, c'est une très, très bonne question. Donc, je pense qu'Isabelle en parlera aussi. Les potentiels corticaux, on peut les faire avec les appareils conventionnels, on va dire. Après, il faut prendre l'habitude de savoir les lire et de savoir les interpréter. Donc, ça demande d'acquérir une certaine expérience. Aujourd'hui, nous, oui, on a un accès facile puisqu'on a développé cette pratique-là. Et est-ce que c'est notre pratique courante? On va pas passer tous les enfants qui viennent pour gêne auditive au potentiel corticaux. On va vraiment faire un screen et déterminer quels sont les enfants qui sont fortement suspects ou qui sont dans un cadre qui pourrait faire évoquer les TTA avant d'aller vers les potentiels corticaux. Mais encore une fois, je pense que Isabelle Rouillon évoquera ces choses-là. Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on apprenne pour ceux qui font régulièrement des potentiels évoqués, à utiliser ces potentiels corticaux comme un outil supplémentaire pour des cas un peu plus complexes. Ok. Une autre question concerne les surdités psychogènes. Est-ce qu'il y a un événement déclencheur en général? Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est visible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est visible? Est-ce qu'il y a, au niveau physiopathologie, est-ce qu'il y a des choses qui sont repérées réellement, finalement? Alors, déjà, au niveau clinique, quand on a un petit peu l'habitude, c'est vrai qu'on repère quand même assez bien ces patients. Parce qu'encore une fois, soit ça n'est pas cohérent entre la tonale, la vocale. Ce qui est un élément assez facile, c'est qu'il y a une surdité brusque qui apparaît avec un enfant qui n'a aucune déformation de la parole et du langage, qui n'a aucun retentissement en classe. C'est complètement discordant entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'école. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Donc, il y a vraiment des éléments qui font vraiment évoquer ça. Vous avez un autre moyen de faire, c'est vous emmenez le jeune en cabine et vous mettez derrière lui et au passage d'ouverture de la porte, vous dites à voix chuchotée, ils annoncent 70 décibels, à voix chuchotée, vous dites attention la marche et vous regardez s'il regarde par terre. Donc on peut avoir des petits trucs et astuces de la vie de tous les jours qui vous donnent des éléments. D'autre part, quand il y a une réalisation d'un test audiométrie, je vous encourage à utiliser soit des petits jetons, soit pas seulement qu'ils disent oui, j'entends, mais qu'ils fassent une action au moment où il répond. Normalement, chez quelqu'un qui participe volontiers, plus on est au-dessus de son seuil, plus il répond vite, plus on est près de son seuil liminaire, plus il est hésitant. Une surdité psychogène, il va être hésitant tout le temps, même 30 décibels au-dessus de son seuil. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Les points sont complètement dispersés. Un coup, c'est 60, un coup, c'est 70. Un coup, il répond pas, ou il répond après quelques secondes. Donc, cette incohérence, on peut le repérer assez vite. Est-ce qu'il y a des éléments déclenchants? Oui, clairement. En général, on retrouve, donc c'est à l'interrogatoire, il faut être assez malin pour commencer à poser des questions et aux jeunes et à la famille, sans chercher à le mettre en défaut. On est là pour les aider. Est-ce qu'il y a eu des changements dans la famille? Donc, souvent, ça peut être une séparation dans la famille, ça peut être un conflit intrafratrie, ça peut être une problématique à l'école, ça peut être, je ne sais pas quoi, le décès d'un proche ou une famille, quelqu'un qui est malade. Donc, oui, on peut retrouver des antécédents d'enfants qui a déjà été pris en charge en pédopsychiatrie dans la petite enfance et il y a des choses qui reviennent pour une raison X. Donc oui, il y a des éléments cliniques qu'on peut retrouver en cherchant un peu. Et très souvent, quand on commence à interroger les familles, en fait, elles sont pas complètement neutres. C'est-à-dire qu'elles peuvent admettre le plus souvent qu'il y a eu un problème. Plus difficile quand l'enfant arrive déjà appareillé. C'est plus difficile.
Okay. Donc, il y a une dernière question qui est en lien avec la seconde. Comment aborder ce problème de surdité psychogène avec la famille, avec les parents? Donc classiquement, on veut faire un lien avec l'enfant et avoir le jeune partenaire et accompagner le mouvement. Donc en fait, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on aborde la question en cabine. On a déjà un doute en cabine. Donc on peut commencer à dire, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu entends plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des difficultés en ce moment? Voilà. Donc dire qu'on va annoncer qu'on trouve qu'il entend plutôt bien. Ça, c'est important pour avoir le jeune à nos côtés, pas contre nous. Bien expliquer à la famille que on a une bonne nouvelle, enfin, on ne va pas l'annoncer comme ça, mais que on peut affirmer aujourd'hui que l'audition est normale, mais néanmoins, c'est un signe important qu'il va falloir prendre en charge parce que c'est une sonnette d'alarme et que l'enfant ne fait pas ça pour nous ennuyer, mais qu'il a quelque chose à nous dire. Et à partir de là, on peut commencer à travailler. OK. Très bien, merci beaucoup. On va laisser la parole à Pascal Henrion pour la deuxième partie de ce webinaire. Pascal, c'est à toi. Pascal, du coup, votre micro? Le micro n'est pas enclenché, oui. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc bonjour à tous. Nadège London a déjà parlé pas mal du sujet, mais je vais essayer d'être encore plus pratique parce que moi j'ai une expérience de ville et de cabinet de ville et non pas hospitalière. Donc la question posée, c'est effectivement une surdité d'apparition récente du grand enfant. Alors, est-ce une surdité brusque ou une surdité psychogène? Il est bien évident que là, j'ai volontairement éliminé tous les problèmes de suivi d'enfants sourds et appareillés. La surdité brusque est exceptionnelle chez nos enfants qui n'ont pas de facteur de risque particulier sur le plan personnel ou familial. Le diagnostic de surdité brusque doit toujours être étayé par un bilan audiométrique et des tests objectifs. Il ne faut pas d'emblée traiter sur un enfant qui n'a aucun antécédent particulier. Le plus souvent, chez le grand enfant, il s'agit d'une pseudo-hypoacousie. C'est un motif classique, on en voit très souvent, autrement appelé surdité fonctionnelle ou non organique. C'est un motif fréquent en consultation de ville. Il est nécessaire d'en faire le diagnostic afin d'éviter des examens inutiles, les scanners, IRM, voire j'ai vu une fois une exploration chirurgicale. Et bien sûr, les traitements inutiles, on a régulièrement des enfants avec corticothérapie d'emblée, antibiothérapie, voire appareillage. Il faut toujours y penser avant d'envisager un appareillage chez un grand enfant. Donc, je réitère ce que je disais, je parle des surdités brusques chez des enfants qui n'ont pas de facteur de risque. Alors, les éléments évocateurs de la surdité psychogène, il s'agit donc, comme l'a précisé Nathalie London, d'un enfant d'âge scolaire entre 5 et 12 ans qui constitue pour une surdité d'installation rapide, bilatérale, parfois unilatérale. Alors, certaines études montrent une majorité de filles. J'avoue que moi, je n'ai pas cette expérience. J'ai autant de garçons que de filles. L'interrogatoire ne retrouve aucun antécédent sur le plan personnel ou familial. Le langage oral normal est acquis et surtout, il n'existe aucune répercussion sur le plan scolaire. C'est plutôt des bons enfants, assez souvent. Alors, dans une nouvelle génération, on peut bien sûr regarder sur le carnet de santé et vérifier s'il y a eu un test pratiqué en maternité. Auto-émission ou potentiel évoqué auditif. L'examen clinique ORL est normal, les tympans sont normaux, il n'y a pas de bouchon, le tympanogramme est normal, les réflexes sont présents. Et la courbe audiométrique est tout à fait atypique. On retrouve le plus souvent une courbe plate, moyenne, autour de 50 dB, mais avec des seuils qui sont extrêmement fluctuants, de plus de 10 décibels, parfois de 30 décibels, avec la réserve que certains enfants peuvent nous donner des courbes très reproductibles sur plusieurs examens et même avec des examinateurs différents. Alors, l'élément principal, c'est l'incohérence entre la tonale et la vocale, et surtout avec la vocale spontanée. On n'a pas de recours à la lecture labiale. Alors, avec le masque et opaque actuellement, c'est absolument parfait.
On a des réactions involontaires à des petits bruits inattendus, des réponses à voix faible sans réponse visuelle, sans repère visuel. Moi, j'avoue que je commence toujours, et même parfois, je commence par la vocale avant la tonale, quand j'ai un doute, et je commence par la vocale à voix faible d'emblée à 30 ou 40 décibels. Alors ça, c'est une courbe typique, où on a du 50 dB et une incohérence totale avec la vocale, des auto-émissions qui sont présentes, et rien par ailleurs. La conduite à tenir, il est assez facile de déterminer les incohérences. Il est parfois plus difficile de déterminer les seuils exacts et parfois nécessaire d'aller bien sûr jusqu'au test objectif de potentiel évoqué. Alors, certains tests cliniques simples vont mettre en évidence, chacun a ses petits trucs. Et pour repérer les incohérences et s'approcher des seuils, il faut bien sûr rassurer l'enfant avant le test audiométrique. Le prendre seul en cabine sans les parents, ça c'est un grand enfant, c'est pas compliqué. Pour faire un seuil ascendant, un seuil descendant, et on s'approche progressivement du seuil le plus exact possible. Moi, j'avoue que j'alterne un seuil pour une fréquence aiguë d'un côté et je passe en fréquence grave en contralatéral. Je switch oreille droite, oreille gauche assez vite. Et au décours du test, je lui pose des questions de façon inopinée, comme au fait, ta date de naissance, tu es en quelle classe, tu peux me montrer où tu as lacé tes chaussures qui sont défaites, enfin n'importe quoi. Et à voix faible et sans lecture labiale, et très facilement, on repère que les seuils sont incohérents. Il y a aussi le fait de lui demander de répondre par oui s'il entend, par non s'il n'entend pas. Si plusieurs fois il dit non à une stimulation, c'est aussi très suspect. Alors bien sûr, j'avoue que moi je réalise systématiquement après la réalisation de l'impédance-métrie des réflexes, des auto-émissions et des distorsions rapides avant la courbe tonale. Ces tests sont faciles et rapides chez grands enfants et sont toujours normaux dans les surdité psychogènes. Si le doute reste important et afin d'éliminer une éventuelle neuropathie auditive, il faut pratiquer le potentiel. Alors ça, c'est des auto-émissions ou des PDA rapides, des potentiels qui sont bien sûr normaux. Alors, on a des cas particuliers, on a des surdités de transmission avec un ruine ouvert qui est complètement incohérent et des réflexes présents, ou des surdités unilatérales où là, quel que soit le masque, on n'a pas de courbe fantôme. Ça, c'est une transmission. Ça, c'est une unilatérale, avec pareil, une incohérence vocale tonale, où on a des perceptions possibles en voix chuchotée, alors qu'on a plus de 50 de pertes. Alors, comme l'exprimait tout à fait Nathalie Landon, la surdité psychogène est encore trop souvent considérée comme une simulation volontaire. Il s'agit en réalité très souvent d'un signe d'appel pour attirer l'attention de l'entourage et des difficultés scolaires ou psychologiques. Attirer l'attention de la famille, faire comme un frère ou une sœur lui-même ou elle-même appareillée par mimétisme. Il y a bien sûr très souvent des difficultés familiales, séparation des enfants, des parents, déménagement, une pression scolaire, réelle ou supposée. Des enfants qui se mettent la pression tout seuls en disant ça explique que je n'ai pas eu 10 sur 10 en dictée. J'avoue que c'est assez souvent des profils de bons élèves. J'ai vu des situations plus graves comme du harcèlement ou du racket. Dans tous les cas, il est important de ne pas parler de mensonges et expliquer le processus aux parents. Il faut surtout leur expliquer la non-utilité d'un traitement médicamenteux ou d'un appareillage dont ils sont très demandeurs ou d'une exploration type IRM, malheureusement souvent déjà pratiquée quand on voit les enfants, parce qu'ils ont été pratiqués en première intention par le généraliste ou par le pédiatre. Et la nécessité d'un entretien psychologique, voire d'une prise en charge adaptée, psychologique et ou orthophonique. Alors, quelques exemples que j'ai pu rencontrer. Alors ça, Julia, c'est une gamine de 6 ans qui allait très bien, qui m'était adressée à la demande de la médecine scolaire. Parents très surpris, alors là, c'est des parents très cool, aucun antécédent sur le plan personnel ou familial, langage oral acquis normal, test de potentiel évoqué auditif automatisé réalisé à naissance normaux, et elle me donne une courbe à 50 dB avec une vocale spontanée normale sans lecture labiale.
la vocale au casque était complètement incohérente. Alors, avec un peu de persuasion, en lui disant « je pense que tu peux faire mieux, tu es très forte », j'obtiens progressivement un 100% en vocale à voix faible et progressivement, j'ai récupéré une courbe normale. Donc, dans ce cas, conseil d'une consultation psychologique avec prise en charge éventuelle selon le problème. Louison, c'est aussi une gamine de 8 ans. Alors, elle était née par GPA aux États-Unis, 2 parents sourds. Je suis les 2 parents. Test à la naissance aux US qui était positif. Alors, un des pères a une surdité séquelle de méningite, l'autre père est atteint de connexie 26. Alors, volontairement, ils ne veulent pas savoir qui est le père biologique et sont persuadés que leur fille va développer une surdité. Donc, ils lui mettent une pression en étant absolument persuadés qu'elle va hériter de la connexine 26 d'un des 2 pères. Son bilan était strictement normal après toutes les démarches déjà exprimées. Là, je pense que c'est plus l'angoisse des pères qu'il faut gérer. Xavier, c'est un enfant de 10 ans qui a été suivi depuis 2016 pour leucémie avec greffe de moelle. Il a eu son dernier traitement en 2019. Il n'a eu aucun antécédent personnel sur le plan autologique, mais des auto-émissions à la naissance qui n'ont pas été pratiquées parce que ça n'était pas encore obligatoire. Pas d'antécédents familiaux retrouvés. Il exprime une perte d'audition bilatérale progressivement rapide, mais immédiatement on a attribué cette perte d'audition au traitement antérieur. Plusieurs tests concordants par des collègues. Il m'a été adressé pour test objectif avant appareillage. Les PEA sont normaux. Je reprends l'audiogramme qui a secondairement été aussi sans particularité. Romain, ça c'est une situation plus complexe. C'est aussi un gamin de 12 ans que j'ai vu récemment. Enfant appareillé depuis 2 ans et demi pour surdité moyenne d'apparition brutale, mais il n'y a pas eu de ni biologique appareillage. Pas d'antécédents retrouvés sur le plan personnel familial. Les parents changent d'audioprothésiste car Romain porte peu ou pas ses appareils et il m'a été adressé par l'audioprothésiste spécialisé en appareillage infantile pour réponse fluctuante. Alors, je retrouve une surdité de perception moyenne assez comparable au bilan précédemment établi, mais des auto-émissions et produits de distorsion parfaits et des PEA à 20 décibels. Alors, voilà le type de courbe qu'il donnait et qui donnait à peu près à tout le monde. Ces auto-émissions, ces produits de distorsion, et ces PEA qui n'est pas mis pour ne pas surcharger, mais qui était parfait. Alors, en conclusion, bien sûr, ne jamais appareiller un enfant sur un simple audiogramme, même reproductible, et les tests objectifs et le bilan d'investigation sont indispensables avant un appareillage chez un enfant, surtout sur une surdité rapidement progressive. Nema, c'est une jeune fille de 17 ans qui est suivie en centre spécialisé pour rétinopathie bilatérale. Elle exprime une perte d'audition bilatérale rapidement progressive. Elle est adressée en consultation génétique pour recherche de syndrome d'Usher, mais l'âge est très atypique pour l'apparition de la surdité. L'audiogramme retrouve une surdité moyenne bilatérale avec une vocale quasi nulle ou casque, alors que la vocale spontanée est normale. Elle n'a aucune lecture labiale puisqu'elle a une déficience visuelle importante. Les PEA sont normaux. Elle a bien sûr été prise en charge sur le plan psychologique. Voilà la courbe qu'elle m'avait donnée dans un premier temps avec une vocale résiduelle nulle, avec une vocale spontanée normale. Alors, le cas, ça c'est un cas un petit peu plus complexe et j'attends l'avis de Nathalie. C'est un enfant qui présente une surdité sévère profonde gauche post-méningite appareillée depuis l'âge de 18 mois. Les parents et l'audioprothésiste, l'orthophoniste expriment un doute sur un déficit droit dès 2018. Je l'ai vu une première fois en 2018, audiogramme et PEA normaux à droite, mais absence d'auto-émission. Plusieurs bilans ont été pratiqués par un confrère expérimenté en audiologie infantile qui retrouve des audios et des PEA normaux à droite. Je revois cet enfant en 2021 pour le même motif. Alors ça, c'est le bilan de 2018, mais il me redonne la même chose en 2020.
où on a une perception sur les aigus en pente de ski à droite, une subcopose à gauche, mais ça qui est connu, avec une vocale qui est quand même très dégradée, et des PEA qui sont tout à fait corrects. À droite. Alors, je n'ai pas pratiqué de nouveaux PEA compte tenu de l'angoisse des parents et du doute du professionnel, parce qu'il y a quand même le doute de l'audioprothésiste et de l'orthophoniste. Et j'ai demandé à la famille de reconsulter le professeur London Hanecker, dont je n'ai pas les conclusions pour l'instant, parce que c'est récent. Alors, donc, en conclusion, la réalisation de tests objectifs d'auto-émission et de PEA peut être nécessaire pour confirmer une audition périphérique satisfaisante. La pseudo-hypoacousie ou la surdité psychogène doit être considérée comme un signe d'appel sur des difficultés scolaires et ou psychologiques. Et il est nécessaire d'expliquer aux parents la non-utilité des traitements médicamenteux et d'autres explorations et d'envisager un entretien psychologique et, si besoin, une prise en charge adaptée. Merci de votre écoute. Voilà. Merci beaucoup au docteur Henrion pour cet exposé qui finalement complète bien ce qui avait été dit précédemment et puis illustré par des études de cas pour bien comprendre ce type de surdité. Alors, il y a deux questions. La première question, il y en a trois. Qu'est-ce qu'une vocale spontanée? C'est une question de monsieur ou madame Chapuis. Et puis, j'indiquerai les questions suivantes après la réponse. La vocale spontanée, c'est la vocale au cours de l'entretien avec les parents et avant ou au décours du test. Ça n'est pas la vocale au casque ou en chant libre. C'est des questions spontanées. Tu t'appelles comment? Tu es en quelle classe? Voilà, c'est vraiment l'entretien ou même simplement en bavardant avec tes parents, en faisant parler l'enfant sur des sujets divers et qui Okay. donne déjà un très bon niveau du niveau d'audition de l'enfant, en évitant la lecture labiale, bien sûr. Ok. Autre question, est-ce qu'il y a toujours une amélioration des seuils après la prise en charge psychologique? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve finalement des seuils, est-ce que les seuils reviennent à la normale? Alors, le plus souvent, on retrouve des seuils normaux, mais à vrai dire qu'une fois que l'affaire est classée et que les parents ont compris que c'était plus une prise en charge psychologique, j'avoue que moi, en pratique de ville, généralement, je ne revois pas les enfants. Mais on n'en entend plus parler. Donc, comme on n'a pas de retour, je ne sais pas si au niveau de Necker, les enfants sont reconvoqués, etc. Mais en pratique de ville, à partir du moment, assez souvent, les parents ne reviennent pas pour un contrôle. Ok. Donc, on présuppose que les seuils reviennent à la normale. Moi, les enfants que j'ai pu revoir, les seuils revenaient à la normale. D'accord. Et enfin, une question d'Arnaud Coez qui remercie pour cet exposé très clair. Il demande si le Rainville est d'actualité pour obtenir la véritable audiométrie tonale de l'enfant. C'est-à-dire que c'est avec un système d'assourdissement en conduction osseuse. Est-ce que, voilà, pour essayer de voir voilà, est-ce que c'est un test qui est utilisé ou pas? Oh bah, le test de Rainville, il est utilisé quand on a des grandes transmissions bilatérales. Dans les surdité psychogènes, on en a quand même rarement besoin. Si on a une grosse transmission bilatérale, oui, on peut passer en Rainville. Oui. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Isabelle Rouillon, au docteur Isabelle Rouillon, pour la troisième partie du webinaire. Isabelle, c'est à toi. Bonjour à tous, je vais donc vous parler de la pratique des PEA, de l'enregistrement des PEA en pratique courante.
Donc, vous savez que les PEA correspondent à l'enregistrement de l'activité électrique de la cochlée, du nerf cochléaire et puis des voies auditives du tronc cérébral jusqu'au cortex auditif. Et on va donc différencier 3 grands groupes de PEA en fonction des latence des réponses. Les latences qui surviennent dans les 10 premières millisecondes, on va considérer que c'est donc les PEA de latence courte. Les PEA de latence moyenne sont enregistrés entre 10 et 50 millisecondes. Et enfin, au-delà de 50 millisecondes, il s'agit des réponses des PEA à latence longue ou PEA corticaux. Et on va enregistrer l'activité au niveau du cortex auditif primaire, voire des cortex associatifs. Ce soir, nous allons nous intéresser principalement aux PEA de latence courte, PEA-TC, et je vous dirai un petit mot des PEA corticaux. Donc, voici les structures anatomiques qui sont étudiées par les PEA de latence courte. L'onde 1 correspond à la portion extraméningée du nerf cochléaire. On va donc enregistrer l'activité de 5 grandes ondes. On va recueillir les latences de 5 grandes ondes, 1, 2, 3, 4, 5. L'onde 5 correspond... je ne sais pas pourquoi ça buzz tout seul. L'onde 5 correspond à l'activité enregistrée au niveau du colliculus inférieur à la partie haute du tronc cérébral. L'origine exacte des ondes 2, 3 et 4 dépend un petit peu en fonction des auteurs et un peu différente en fonction des auteurs. Et je vous ai mis les 2 types de structures anatomiques qui sont actuellement discutés. Alors, 2 types de PEA de latence courte, les PEA dits automatisés qui vont être utilisés dans le cadre du dépistage néonatal de la surdité. Les PEA automatisés sont donc l'outil de dépistage à utiliser chez tous les bébés à risque, mais aussi pour tous ceux qui sont élus, qui doivent bénéficier d'un dépistage. Mais en tout cas, c'est l'outil de référence pour les bébés qui présentent des facteurs de risque néonataux de surdité. Et puis, les PEA dits standards, ils vont nous permettre donc de poser le diagnostic de surdité, de préciser le type de surdité, s'agit-il d'un problème de transmission ou de perception. Ils vont permettre aussi de nous dire le niveau de surdité. Comme vous l'a dit Nathalie London, ils permettent de poser le diagnostic de neuropathie ou affection appartenant au spectre des neuropathies auditives. Ils sont aussi à réaliser, toujours dans le cadre d'une recherche de neuropathie, chez les plus grands, qui viennent consulter pour un retard de langage qui prédomine sur la compréhension. Ils sont réalisés en cas d'audiométrie comportementale impossible, soit parce que l'enfant présente des traits autistiques ou une atteinte neurologique trop sévère. Et enfin, comme nous venons de le voir tout à l'heure, en cas de doute sur une simulation ou une surdité psychogène. Alors, quel type de stimuli pouvons-nous choisir? 3 types de stimuli sont à notre disposition. Le clic, qui, par les études de corrélation, va en fait étudier surtout le 2000-4000 Hz. Si cela vous intéresse, je vous ai mis la référence de Gorga qui a fait une étude de corrélation entre les seuils audiométriques et les réponses de PEA clic. Le tone burst qui permet de tester les fréquences de façon beaucoup plus ciblée du 250 au 4000 Hz, et le chirp, qui lui va engendrer une stimulation pancochléaire avec donc une réponse un petit peu différente. Donc, réponse au clic, c'est les réponses dont on a l'habitude, à savoir le train d'ondes 1, 3, 5 avec des ondes faciles à lire, contrairement au tone burst qui a certes l'avantage de donner des réponses fréquence par fréquence et donc de nous permettre d'accéder à une quasi-audiométrie très précoce chez le tout petit enfant. Mais la contrainte, c'est qu'il faut vraiment être bien formé à la lecture de ces ondes. Vous voyez, les ondes 5 sont vraiment de très faible amplitude. On ne voit pas les ondes 1 et 3 auparavant. Enfin là, on est à très faible intensité. Mais néanmoins, je vais vous montrer d'autres tracés. La lecture est beaucoup plus compliquée. Le chirp, lui, va permettre de magnifier l'onde 5 au détriment des autres ondes. C'est donc le stimuli qui est réservé surtout à l'utilisation des PEA automatisés de façon à rendre plus visible l'onde 5 dans le cadre du dépistage néonatal de la surdité.
Quel type de conduction? Eh bien, on les pratique le plus souvent en conduction aérienne, que ce soit par l'utilisation d'inserts ou de casques. Chez le petit, il faut autant que faire se peut privilégier l'insert, pardon, compte tenu de l'encombrement spatial du casque chez le tout petit qui va en plus pouvoir écraser parfois, se déplacer et puis écraser le conduit auditif externe. Néanmoins, soyez vigilants parce que l'insert peut lui aussi se déplacer. Néanmoins, la conduction osseuse existe aussi. Il faut savoir que les latences sont beaucoup plus allongées. On peut utiliser là aussi des tone bursts ou des clics. On préconise de faire un enregistrement ipsi et contralatéral en simultané de façon à voir par comparaison des deux réponses, à savoir de quelle oreille, quelle est l'oreille qu'on étudie en comparant pardon, les latences et les amplitudes. Alors, de façon un petit peu plus technique, donc concernant les PEA automatisés, eh bien l'intensité est fixée, c'est ce qui les différencie des PEA standards. Dans le cadre du dépistage néonatal, le seuil est fixé à 35 décibels avec une réponse binaire, bien ou à recontrôler, mais certaines machines permettent d'augmenter l'intensité et on peut aller jusqu'à 90 décibels. Je vous en ferai une petite démonstration. Concernant PEA standard, donc on va choisir le type de stimuli, on règle les filtres passe bas aux alentours de 100, filtre passe haut aux alentours de 3000. Il faut moyenner au moins 600 réponses avant d'interpréter une courbe et plus on s'approche du seuil et plus on peut être incité à augmenter le nombre de moyennages. Différents modes d'enregistrement, nous verrons pourquoi. Donc raréfaction, condensation alternée. Il est préconisé de mettre un masque en contrôle latéral et encore une fois, en clic, on va étudier les fréquences du 2000-4000 Hz. Avant le test, il est extrêmement important de prévenir les familles des conditions de passation de ce test. C'est un test qui se fait sous sieste et pour cela, il faut donner des consignes pour que l'enfant soit fatigué et ait envie de dormir à l'hôpital. Le matin, vérifier son matériel, la sortie son, que ce soit sur le casque ou les inserts. Essayer de recontrôler les tympans avant, de façon à ne pas trop énerver l'enfant au moment du test. Bien nettoyer la peau avant l'endormissement, par exemple avec du nu-prep, parce que si une fois endormi, vous frottez bien la peau pour avoir de belles impédances, vous allez le réveiller. S'installer dans de bonnes conditions, lumière douce, au calme, s'équiper d'une petite lampe de poche pour vérifier votre installation pendant que l'enfant s'endort. Et puis, une petite sonnette, c'est très utile. Comme ça, les parents vous appellent dès que vous ne perdez pas votre temps à attendre que l'enfant s'endorme et ils vous appellent dès que le sommeil est de bonne qualité. Alors, aujourd'hui, nous réalisons tous les PEA sous sieste naturelle. Alors, enfin, sous sieste, elle est naturelle avant l'âge de 12 mois chez tous les enfants, globalement. Et à partir de 1 an, on peut aider l'endormissement, soit en donnant de la mélatonine à libération rapide, hein, pas à libération prolongée, soit de la Tarax. Nous avons quasiment complètement arrêté de donner du pentobarbital. Ça peut nous arriver chez des très grands autistes, mais maintenant, grâce à l'aide des PEA automatisés qui tolèrent l'éveil calme, on n'en donne quasiment plus. Enfin, l'anesthésie générale est réellement très exceptionnelle. Les seules fois où on fait des PEA sous-sagés, c'est que ce sont en fait des enfants qui ont un bloc pour autre chose, une pose de yo-yo, une amygdalotomie ou autre, et on profite de l'AG pour faire un PEA. Si l'enfant ne dort pas, eh bien, on le reconvoque. Il faut vraiment que l'enfant soit fatigué la veille, il faut écourter la nuit et l'empêcher de dormir sur le trajet. Alors voilà un petit exemple d'installation, donc bien au calme, avec des inserts. Il faut évidemment, pendant le test, vérifier que les inserts n'ont pas bougé quand l'enfant peut, dans son sommeil, dodeliner un petit peu de la tête, et adapter l'insert, à la taille de l'oreille du bébé. En pratique, vraiment, j'insiste, hein, s'il y a un maître mot, c'est pour avoir des PEA de bonne qualité, c'est d'avoir un sommeil de bonne qualité, vérifier l'absence d'artefacts, que ce soit myogénique, électrique, les impédances. On vous conseille de commencer par 5, si vous n'avez aucune idée du type du niveau auditif de l'enfant, commencez à 50-60 dB et puis, en fonction des réponses, vous adaptez votre stimuli. Si en absence de réponse, vous allez augmenter pas de 10 et dès qu'on a des réponses, eh bien, on diminue par pas de 10. Toujours finir un côté avant de passer au côté suivant.
Donc voilà le type de réponse qui est attendu. Donc un train d'ondes de 5 ondes, de 1 à 5, avec des tracés qui doivent être harmonieux. Ce qui est important quand vous lisez un tracé, c'est de commencer par la ligne de base, témoignant de la bonne qualité du sommeil. La ligne de base doit être plate. L'onde 1 s'analyse à forte intensité à 90 décibels. Sa latence doit être de moins de 2 millisecondes. Si elle est à plus de 2 millisecondes, c'est qu'il y a un problème de transmission qui va décaler l'entièreté du train d'onde. Les latences sont adaptées, changent un petit peu en fonction de l'âge de l'enfant du fait des phénomènes de maturation. Grosso modo, vous avez une onde 5 qui est attendue aux alentours de 5 à 6 millisecondes. Vous avez des ABAC en fonction de l'âge de l'enfant qui sont disponibles dans ces ouvrages que je vous ai mis en référence. Il faut garder à l'esprit que les latences entre les ondes 3 et 5, 1 et 3 sont constantes au cours du test. Vous voyez, les espaces restent constants. Plus l'intensité diminue, plus les latences augmentent. Progressivement, le train d'onde se déplace vers la droite. On va perdre d'abord l'onde 1, puis l'onde 3, puis l'onde 5. Et la disparition de l'onde 5 témoigne du seuil auditif, témoigne de la fin de ce que l'on peut arriver à enregistrer. Probablement, les PEA sont un petit peu pessimistes. Et donc, le seuil réel se situe 5 à 10 décibels en dessous de la dernière onde enregistrée. Autre exemple de PEA dit normaux, donc toujours un tracé de base qui doit être parfaitement plat, témoignant d'un sommeil de bonne qualité, à une même intensité. Si on refait 2 fois de suite le même test, eh bien, on doit avoir des réponses qui sont complètement superposables. Là, je vous ai mis par curiosité donc les réponses donc à gauche, vous avez des réponses en clic, stimuli par clic. À droite, des réponses à un tone burst. Donc, vous voyez, ont été testés le 500, le 2000, le 4000. Vous voyez que le type de réponse est quand même beaucoup plus difficile à analyser. Et donc, c'est vraiment, si vous vous lancez dans le tone burst, il faut vraiment avoir une très bonne formation. Et vous voyez qu'il valide les réponses par au moins 2 tracés parfaitement superposables compte tenu de la faible amplitude de ces réponses. Voici un PEA plat. Donc, un PEA plat, c'est plat. La ligne de base doit être vraiment plate, témoignant d'un bon sommeil. Évidemment, donc ce type de courbe peut correspondre soit à une surdité profonde, soit à une neuropathie auditive. Et quand on a des courbes pathologiques, il faut toujours s'assurer que la sortie son est de bonne qualité, que le casque ou l'insert ne s'est pas déplacé, quitte à réveiller l'enfant en vérifiant, mais vraiment assurez-vous. Dernière chose, quand vous terminez votre test, si le test est pathologique, pareil, quand vous débranchez l'enfant, vérifiez que les branchements sont bien faits. Alors, voici un exemple de surdité de perception. Vous voyez donc à droite des seuils au moins jusqu'à 90 décibels, à gauche une absence de réponse. Et là aussi, je vous ai donné donc en tone burst un exemple de seuil, par exemple, là sur le 4000, donc vous avez des réponses à 80 décibels sur cette courbe-là. Par contre, vous voyez qu'à 65, il n'y a pas de réponse. Alors, ici, un exemple d'otite séromuqueuse bilatérale, donc une surdité de transmission. Vous voyez qu'ici, à forte intensité, l'onde 1 est à plus de 2 millisecondes. Là, vous avez l'échelle de 2,50 avec des seuils, des ondes présentes à 50 mais absentes à 40. Ce même enfant, après traitement de l'OSM, avec des seuils qui se sont normalisés, puisqu'on a des réponses au moins jusqu'à 20 décibels et une latence de l'onde 1 qui, à 60 décibels, est avant 2 millisecondes. Un exemple de prématurité, donc un bébé qui est né à 27 semaines, là on est juste 1 mois, il a 1 mois en âge corrigé et vous voyez donc des latences qui sont extrêmement allongées puisque l'onde 5 est au-delà de 7 millisecondes avec des seuils qui sont un petit peu élevés des 2 côtés. Chez cet enfant, nous recontrôlerons bien sûr un petit peu plus à distance les PEA pour laisser à cet enfant le temps de maturer un petit peu. Un exemple de cophose unilatérale, ça on l'a vu tout à l'heure.
Pardon. Alors, le potentiel microphonique. L'intérêt de, vous savez que, comme vous l'a dit Madame Lundon, dans le cadre des neuropathies auditives, on a donc une dissociation entre des PEA qui sont toujours pathologiques et des auto-émissions qui sont présentes. Il se trouve que dans 17 à 70% des cas de neuropathie, les auto-émissions sont absentes. On a donc recours pour enregistrer l'activité des cellules ciliées externes à l'enregistrement de ce qu'on appelle le potentiel microphonique. Il se trouve que l'activité des cellules ciliées externes, elle peut être enregistrée soit avec une réponse acoustique, ce sont les auto-émissions et les produits distorsion, soit une réponse électrique, c'est le PMC. Il faut faire un petit artifice pour enregistrer le PMC. On doit découpler l'enregistrement qui est le plus souvent fait en alterné, de façon à gommer justement cette activité qui survient avant l'onde 1. Et donc, on va découpler l'enregistrement avec un enregistrement en raréfaction, un enregistrement en condensation. Et quand on superpose ces deux courbes, eh bien, on obtient une activité polyphasique, oscillatoire, en opposition de phase, qui survient juste avant l'onde 1, donc avant 1,5 millisecondes, et qui va témoigner de l'activité électrique des cellules ciliées externes. Cette activité, on l'a à forte intensité, en général entre 60 et 90 décibels. Sa latence est constante. On vérifie que ce n'est pas un artefact électrique en clampant le tube de l'insert et vérifier à ce moment-là sa disparition. Il faut par contre absolument faire des PEA avec des inserts puisqu'on ne peut pas les enregistrer au casque. Alors, quelques tableaux de neuropathie auditive, puisque c'est les PEA qui vont permettre de diagnostiquer qui vont participer au diagnostic de neuropathie auditive. Les PEA sont toujours pathologiques dans le cadre de la neuropathie, mais ils peuvent présenter différents aspects. Ils peuvent être tout plat, ce qui est le cadre le plus fréquent, hein, selon les données de la conférence de Côme. On peut avoir simplement une onde 5, on peut avoir simplement une onde 3 et une onde 5. Et puis, Rancestar, si vous vous intéressez aux neuropathies, je vous incite à lire cet article de synthèse publié dans Brain en 2015 qui est excellent. Donc Rancestar, on décrit aussi deux types d'autres anomalies au PEA. Dans le cadre de la taxie de Friedrich, en fait, il s'agit d'une perte axonale. Et donc, ça, vous avez la ligne du haut et le sujet contrôle. Et les lignes du bas, ce sont le même patient avec la progression de la maladie. Et vous voyez qu'il y a une diminution d'amplitude par déafférentation, par perte neuronale, et jusqu'à un tracé complètement plat. Et là, vous voyez donc le tracé qui est découplé en condensation et en raréfaction avec cette activité polyphasique en opposition de phase qui est le PMC. Dans la maladie de Charcot, il s'agit d'une anomalie de la myélinisation. On va donc avoir une augmentation des latences, toujours pareil, le sujet témoin. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure de la progression de la maladie, les latences des ondes s'allongent jusqu'à avoir là aussi un tracé plat, mais toujours un potentiel microphonique qui est conservé. Les limites des PEA, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en cas de grande prématurité, on va parfois avoir des tracés qui sont assez pessimistes, alors qu'en fait, il s'agit vraiment d'un problème plutôt de maturation. Dans le cadre de l'hyperbilirubinémie, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on va pouvoir avoir une authentique surdité avec neuropathie par atteinte des noyaux du ganglion spiral et des noyaux gris centraux. Et on va avoir aussi, mais on sait aussi que ces tracés peuvent maturer. Et donc, la NHS recommande en cas d'hyperbilirubinémie de recontrôler les PEA à 8 à 10 semaines et aussi à 12 à 18 mois, puis en fonction de l'évolution. Enfin, les déficiences auditives ascendantes et les pentes de ski, là aussi, sont mal évaluées. Les résultats peuvent être discordants avec la clinique. Là, vous voyez dans le cas d'une surdité ascendante où on avait des PEA qui étaient tout à fait rassurants parce qu'effectivement, on va évaluer les fréquences du 2 au 4000 avec nos clics. On va avoir aussi des auto-émissions qui sont présentes et donc ce sont les ASSR là qui peuvent nous aider à avoir un élément objectif sur les réponses de moyenne fréquence ou de plus basse fréquence. Autre élément de neuropathie, donc la dissociation dont vous a parlé Madame Lundon avec des PEA plats, des auto-émissions présentes, un potentiel microphonique présent et des ASSR intermédiaires. Eh bien, vous voyez ce même enfant 6 mois plus tard, on a des seuils tonaux, donc là il a 9 mois, qui sont en ROC tout à fait rassurants, pourtant des PEA qui sont toujours plats. Eh bien, c'est là où interviennent les PEA corticaux dans la pratique clinique un petit peu plus courante. Et donc là, vous voyez en PEA cortical eh bien, des réponses qui sont, ma foi, en champ libre tout à fait rassurantes. L'activité, la stimulation auditive qui arrive au cortex auditif eh bien, est responsable
responsable d'une activité au niveau du cortex auditif primaire de bonne qualité. Ça témoigne que le cortex auditif primaire reçoit une information tout à fait pertinente pour enregistrer, pour motiver une réponse P1N2. Après, c'est de la détection, hein, ça n'est pas de la discrimination, mais c'est une preuve objective à plus faible intensité de ce que reçoit l'enfant avec ou sans prothèse. Donc, les PEA corticaux, par ce système automatisé EarLab, sur un enfant éveillé, au calme, il peut lire, voir un petit film sur une tablette. On va pouvoir utiliser des stimuli vocaux synthétiques qui vont balayer le champ fréquentiel du 250 au 3000 Hz à différentes intensités. On peut faire ce test oreille nue avec un appareillage auditif conventionnel, avec un implant cochléaire, tout cela nous permettant de voir si l'information auditive arrive à stimuler le cortex auditif primaire de bonne façon. En l'absence de réponse, on est un petit peu plus gêné pour conclure car il arrive que l'on ait une très bonne audiométrie comportementale et une très bonne entrée dans le langage et pourtant une absence de PEA corticaux. Donc, prudence sur les réponses négatives. En tout cas, les réponses positives, elles, sont tout à fait pertinentes. Voilà, vous savez que les voies auditives centrales vont maturer tout le long de l'adolescence jusqu'au début de l'âge adulte. Et donc, vous voyez les différents aspects des PEA corticaux en fonction de l'âge de l'enfant. Là, c'est donc chez un petit, moins de 3 ans, donc avec un aspect P1N2, puis vous avez P1N1, P2N2, ce type de tracé apparaît à partir de 9-10 ans. Et puis, plus l'enfant va grandir, plus les latences vont diminuer. Les pièges des PEA, alors c'est avant tout le défaut d'endormissement. Vraiment, on reçoit encore trop régulièrement des patients chez qui ont eu un PEA et on a rassuré les parents en leur disant l'audition de l'enfant est bonne. Donc, même si vous ne pratiquez pas de PEA, si vous ne faites pas de PEA dans votre pratique, sachez les lire. Et si on ne vous donne pas de PEA, eh bien, il faut les refaire. Il faut absolument ne pas se satisfaire d'un PEA bien marqué dans le carnet de santé. Il faut voir les tracés. Ici, vous voyez que sur la ligne de base, la ligne à 30 décibels, le tracé est complètement agité, donc l'enfant ne dort pas. Vous voyez bien que le 3, c'est pas du tout harmonieux, c'est pas reproductible. La même chose sur ce tracé, un enfant qui ne dort pas avec un tracé complètement parasité. Et là, c'est un diagnostic d'audition normale alors que l'enfant avait une surdité profonde. Les côtés inversés, ça arrive. Je vous ai mis sur le même enfant, donc PEA normal là. Et puis, si on inverse les côtés, eh bien, on a des ondes, mais avec d'abord des latences peut-être un peu décalées, mais surtout un grand fossé entre votre onde 3 et votre onde 5. Donc, prudence, si vous voyez vraiment, normalement, c'est l'onde 5 qui est suivie par la plus grande déflexion. Si vous voyez ce type d'aspect, allez vite remettre votre casque ou vos inserts dans le bon sens. Toujours vérifier que le casque n'a pas glissé, que l'insert ne s'est pas déplacé. Si vous avez des discordances par rapport à votre audiométrie ou l'histoire clinique, eh bien, il faut rechercher une neuropathie et passer à un enregistrement d'auto-émission, voire de PMC et d'ASSR. Toujours interpréter les résultats en fonction de l'autoscopie. Voir les courbes, sinon les refaire. Et puis, se rappeler que les tout petits qui sont grands préma, il faut songer à recontrôler les PEA de façon répétée pour laisser une chance à la maturation. Une seconde sur les PEA automatisés. Donc, la réponse est binaire, hein, c'est bien ou c'est à recontrôler. On peut augmenter donc l'intensité de stimulation. Hein, la recommandation pour le dépistage, c'est 35 décibels, mais vous allez voir qu'on peut monter jusqu'à 90 décibels. Le taux de faux positif est de 0,2 à 0,8%. Il n'y a pas de faux négatif. Le coût de la machine est d'environ 10 000 € avec un taux de consommable pour certaines machines, avec un coût de consommable de 3 à 10 € pour certaines machines. Mais vous voyez, le Maïko, lui, n'a pas besoin de consommable. On peut aujourd'hui travailler nos ondes et c'est vrai que chez le grand, notamment les bilans de retard de langage, ça nous est d'une grande utilité ou nos simulations, enfin. Et vous voyez que les ondes peuvent être travaillées là directement sur l'écran. Là, on est monté à 60 décibels. C'est un enfant qui est calme, qui est assis dans un fauteuil, qui ne dort pas. Et vous voyez qu'on arrive à faire des tracés, avoir des tracés tout à fait intéressants. Et là, vous voyez une cophose. On est monté jusqu'à 90 décibels de ce côté-ci, et puis des tracés en chirp qui sont tout à fait de belle qualité.
Pour conclure, je vous dirais qu'effectivement, les PEA ont la caractéristique d'être un test objectif, mais ça nécessite un savoir-faire. Il faut toujours voir les courbes et jamais se satisfaire d'une transmission orale ou juste d'un compte rendu. Et pour cela, il faut aussi donner ces courbes donc, aux patients. J'insiste sur la qualité du sommeil. Le reste, je vous l'ai déjà dit, je suis très en retard. Et puis, eh bien voilà, un grand merci à toute notre équipe qui nous permet de travailler dans de très bonnes conditions grâce à justement leur savoir-faire. Et voilà, je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup pour cet exposé sur le sujet des PEA. Alors oui, il y a des questions, on va essayer de répondre assez rapidement pour rester à notre format horaire. Donc la première question, quel est le critère de choix entre les clics et le turn burst? Alors, nous, dans notre pratique courante, nous faisons que du clic. Je pense que pour passer au turn burst, il faut d'abord bien se former parce que, alors c'est une technique qui est très utilisée au Canada et en Amérique du Nord, mais il faut savoir que les PEA là-bas sont faits par des audiologistes. Le temps de réalisation d'un PEA turn burst, donc qui permet d'avoir vraiment des seuils en conduction aérienne ou en conduction osseuse sur chaque fréquence des deux côtés, ils arrivent à tracer une audiométrie, c'est vraiment très impressionnant, mais ça prend la matinée pour un bébé. Donc, je vous dirais que c'est quelque chose de très intéressant. Il faut avant tout être formé à cette pratique. OK. Autre question, concernant les PEA tardifs, est-ce que le positionnement des électrodes est le même que pour les PEA précoces? Alors, on pose une des électrodes sur le fond. Alors, tout dépend du type de PEA que vous avez. Il y a des PEA multi-électrodes, plus de dizaines d'électrodes. En PEA à 4 électrodes, on va mettre le vertex, on va le mettre sur CZ, c'est-à-dire vous le positionnez à l'aplomb du sommet des pavillons et sur la ligne médiane. C'est là où l'onde P1 a sa plus belle amplitude. Et le reste, c'est Okay. l'électrode de référence sur les mastoïdes ou sur les lobes d'oreille, comme vous préférez. Et puis le front. Il y a une question concernant la pratique des PEA en conduction osseuse. À partir de quel âge, en pratique, est-ce qu'ils peuvent être utilisés? Est-ce qu'il y a une limite Alors, les d'âge? PEA en conduction osseuse peuvent être utilisés dès le plus jeune âge. Nous ne OK. les faisons pas en pratique. Nous faisons des ASSR en conduction osseuse, mais ils sont faits. Le professeur Muntanva, il vient de publier un article dans les annales françaises d'ORL que je vous incite à lire. Il a justement fait un travail à ce sujet. C'est effectivement très pertinent parce que il y a tout la problématique dans le post-dépistage des surdités de transmission, des surdités moyennes pour lesquelles il y a parfois un petit épanchement qui reste. Et c'est vrai que ce sont les enfants que nous voyons le plus. Nous passons en ASSR, en conduction osseuse, en conduction osseuse globale. Au moins sur le 1000 Hz, ce qui peut vraiment nous aider à nous séparer, à faire la différence entre perception et transmission. Nous étions très gênés par les artefacts myogéniques et électriques en conduction osseuse, mais je pense que c'est quelque chose qui se règle tout à fait bien. OK. Enfin, une dernière question. Dans un contexte de prématurité, on parle souvent de période de maturation. Combien de temps dure cette période et surtout, comment savoir si la maturation nerveuse est achevée, de façon à ne pas avoir ce biais dans les réponses? Alors, quand un bébé naît extrêmement prématurément, aujourd'hui, on a vraiment des prématurissimes qui naissent à 25-26 semaines, donc on débute qu'ils aient au moins que leur âge corrigé soit au moins à l'âge réel, si vous voulez. On ne va pas commencer à tester, qu'ils aient au moins 1 mois en âge corrigé. Après, si les PEA sont complètement plats, ce qui est souvent le cas, eh bien, on va recontrôler tous les 2 mois par de nouveaux PEA et dès que possible, faire de l'audiométrie comportementale. Les ASSR peuvent être utiles aussi parce qu'ils sont parfois moins sensibles à la désynchronisation et les PEA corticaux aussi nous aident bien parce que pour le coup, ils résistent, là aussi beaucoup mieux à la désynchronisation. Dans 60 des cas de neuropathie, on a quand même des réponses en PEA corticale. Donc ça, c'est intéressant, et puis on va suivre en parallèle l'évolution linguistique de l'enfant
pour faire la part justement des choses avec l'audiométrie tonale, le bilan orthophonique et les PEA, justement suivre ces enfants. On sait très bien que les enfants qui ont un cas de neuropathie sont implantés plus tard justement parce qu'on attend qu'ils récupèrent, et 22 à 50% d'entre eux, des grands prémas, vont récupérer au moins partiellement de leur perte auditive. Donc on est pris entre deux feux, ne pas trop attendre, ne pas leur faire perdre de chance par rapport à un appareillage et une implantation cochléaire, mais leur laisser un peu de temps pour maturer. Parfois, on les appareille, et puis pour ne pas perdre trop de temps, et puis si on voit qu'ils continuent à bien évoluer, eh bien, on diminue l'amplification auditive jusqu'à éventuellement les désappareiller. Ça nous est arrivé. Ok. Merci beaucoup. Écoutez, il est 20h15, donc ça va être l'heure de conclure ce webinaire. Donc, merci aux 3 intervenantes pour ces exposés très intéressants. C'est vrai que le sujet de l'enfant, c'est un sujet qui passionne. C'est toujours des cas compliqués, en relation avec les parents. On a vu des cas difficiles. La complexité des audiométries, la complexité des PEA. Donc, merci pour ces échanges intéressants. Et merci à tous d'avoir participé. Je voulais aussi à nouveau remercier la Société Interacoustique qui nous a soutenus pour l'organisation de ce webinaire. Et donc, je vous donne rendez-vous. Le prochain webinaire aura lieu le 21 septembre. Ça sera en continuité finalement avec l'exposé d'Isabelle Rouillant, parce qu'il traitera des tests d'électrophysiologie de la fonction rétrocochléaire. Donc, c'est un bon lien entre les deux. Et ensuite, il y aura un webinaire au mois de décembre. Il sera consacré à l'évaluation en orthophonie. Voilà, bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.